Eh bien, je suis un scénariste de bande dessinée depuis une dizaine d'années. Et depuis ces 10 ans, j'ai fait, là je dois être à mon 25e ou 26e livre. Voilà, j'ai fait toutes sortes de livres pour toutes sortes d'éditeurs. Que ce soit du roman graphique, du one-shot pour Futuropolis, ou de la saga historique familiale pour d'autres éditeurs comme Glénat ou Delcourt aujourd'hui. Oui, certainement. C'est vrai que... Alors je fais moins de contemporain maintenant et je vais plus vers l'historique, mais c'est vrai que j'aime que tous mes récits aient une base... Une base réelle, oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Ouais. Tout simplement parce que je pense que la vie a plus de talent et plus d'imagination que nous. Voilà. Et que j'aime bien la remodeler, mais que je trouve que l'histoire des hommes, elle est tellement forte que j'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Si, par contre, je vais remodeler, je vais transformer des choses. Mais j'aime partir de cette histoire-là, que je trouve extrêmement forte. Ouais, ça a toujours été quelque chose que j'aime, les dialogues. Parce que c'est la musique d'une histoire. Je veux dire, un scénariste, pour finir un scénario, c'est pratiquement que des dialogues. Il y a des descriptions, il y a des images et des dialogues. Donc, et moi, j'ai toujours aimé les dialogues. Et c'est pour ça aussi que je peux être sensible à des histoires comme La Cour des Miracles, parce que là, on parle d'un peuple qui a un langage particulier, c'est l'argot, quoi. Et l'argot, c'est merveilleux. Oui, alors tout à fait. Alors il faut le franciser, mais malgré tout, on a quand même essayé, parce que l'argot est une langue vivante, évidemment. L'argot, c'est quelque chose qui date du Moyen-Âge et qui existe encore aujourd'hui, et donc qui se transforme jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré tout, il y a dans les termes les plus marquants, on a essayé de retrouver, de reprendre des termes argotiques de l'époque. C'est marrant parce que Notre-Dame, je l'ai lu après, justement, je l'ai lu bien après, alors fait La Cour des Miracles. Et ben, autant pour la plupart de mes histoires, je sais toujours l'élément déclencheur, autant pour La Cour des Miracles, je suis incapable de m'en rappeler. Je ne sais pas. C'est un mystère. J'ai écrit l'histoire il y a déjà quelques années maintenant, il y a au moins 3 ans. Mais vraiment, c'est vrai que je ne m'en rappelle plus. Ce qui m'a frappé, ce qui me frappe toujours, c'est que La Cour des Miracles, c'est devenu une expression. C'est quelque chose qui, dans l'imaginaire collectif, tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne connaît réellement la réelle Cour des Miracles. Même si ça a été un petit peu traité, comme chez Hugo, bien sûr, c'est plus célèbre, mais jamais de façon directe, frontale. Je crois que c'est le premier récit qui se passe réellement dans la Cour des Miracles, quoi. Alors là, ce sera un premier cycle de 3 tomes. Voilà. Et si ça marche, on fera d'autres cycles. Parce qu'il y a une richesse de cet univers qui est gigantesque. Je connais Julie bien avant, et ça faisait longtemps que je voulais travailler avec Julien, vraiment longtemps, parce que c'est un gars qui a un talent monstre. Et donc, je connais Julien depuis au moins 5 ans, et on a cherché un projet, et quand je lui ai pitché le projet, il a dit « Ah ouais, là ça me plaît, on y va ». Voilà. Et on a enfin pu travailler ensemble. Oui, alors c'est pas sordide, c'est la canaille, mais c'est pas sordide, c'est des mondes. Alors on est dans des sociétés qui sont beaucoup plus violentes que les nôtres, c'est une évidence. Mais je dirais pas que c'est sordide, parce que c'est des gens qui ont un idéal de vie, qui ont une puissance vitale, qui pour moi est pas sordide du tout. Je trouve que la cour de Versailles est quelque chose, même si c'est plus clinquant, est beaucoup plus sordide, c'est-à-dire dans leur façon d'être que nos mendiants de la Cour des Miracles. Alors je crois que tout récit historique réclame beaucoup de documentation. Moi je me documente énormément quand je fais ce genre de travail. Le vrai problème de la Cour des Miracles, c'est qu'on a peu de choses. Il y a une historienne qui a fait un livre sur la Cour des Miracles, mais guère plus. Après, il y a des gravures, après, il y a un témoignage, et c'est le seul témoignage d'un témoin vivant de la Cour qu'on ait, c'est le témoignage d'Alfred Sauval, le témoignage qu'a pris Victor Hugo justement pour son propre travail, mais on a relativement peu de choses. Parce que c'est le monde de l'oralité, parce que c'était caché. Donc peu de choses subsistent, à part justement des légendes, des histoires, un vocabulaire, un langage, des petites choses comme ça, mais relativement peu de choses. Évidemment. Moi, l'autre jour, je regardais un documentaire sur Notre-Dame-des-Landes. Je veux dire, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça me fait penser à la Cour des Miracles. C'est quand même... Il faut voir que ces gens-là, ces voleurs et ces mendiants,
c'est une société, c'est une contre-société. Hein. C'est-à-dire c'est des gens qui ont réussi à vivre en marge de la société Louis XIVe et qui vivaient même plutôt bien. C'est-à-dire qu'un paysan à l'époque crevait de faim. Ces gens-là arrivaient à vivre plutôt bien avec leurs propres règles, leurs propres lois, leur propre morale. Et là où ils sont justement modernes, c'est à cause de ça, mais c'est aussi du fait qu'ils étaient beaucoup plus démocratiques, un petit peu comme les pirates. Le roi des gueux, il était élu. C'était pas du tout un roi absolutiste. Donc c'est des gens qui ont une vraie modernité. Hein. Et clairement, il y a un aspect politique dans cette histoire, oui. Oh là là, oui, je travaille sur beaucoup de choses. Alors effectivement, la saga historico-familiale m'intéresse maintenant. C'est vraiment un truc que j'aime écrire. Donc j'en fais beaucoup. Voilà. Alors, je peux vous dire ce que je fais. Hein. Il y a des choses à sortir. Il va y avoir une saga que je vais faire avec SP chez Glénat sur l'histoire d'un vignoble pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, ça va raconter la dialectique entre le vin et la guerre. C'est tout un sujet. Il y aura une saga qui va se passer en Martinique, qui sera encore pour Glénat, que je fais avec Gilles Mésomo, et qui va raconter l'histoire d'un planteur de rhum juste au moment de la révolution de 48, au moment où l'esclavage est aboli. C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut avoir son usine de distillation de rhum. Voilà, ça raconte cette saga-là. Et il y aura enfin une autre saga sur les débuts du train en France. Voilà. Beaucoup de choses. Chez Bambou cette fois. Je n'ai plus vraiment de modèle. J'avoue que moi je me nourris surtout de cinéma et de séries. Voilà, parce que je pense que les grands raconteurs d'histoire maintenant ils sont dans les séries américaines. Donc je me nourris beaucoup de ça. Peut-être que j'ai un peu passé l'âge d'avoir des modèles, peut-être je suis un peu trop vieux pour ça, mais je me nourris beaucoup de cinéma et de bonnes séries en particulier. Ouais. Et de bonne littérature aussi. Tu veux dire un vivant? Ça fait cosmique donc. Ah ouais, je sais pas, je pense que j'irai quand même toujours voir Shakespeare. Ouais.